Bonjour, allô. Aujourd'hui, nous avons Dr. Marshall Fleurant qui vit à Atlanta, Georgia. Il est professeur adjoint de médecine à l'école de médecine à Emory University. Il est diplômé de l'école de médecine de Albert Einstein College of Medicine et termine sa résidence en médecine interne au Thomas Jefferson University Hospital. You can start whenever. All right. So, hello everyone, and today I'm going to be talking about type 2 diabetes outpatient management. Bonjour. Aujourd'hui, le Dr. Fleurant va vous parler du traitement du diabète de type 2 en ambulatoire et aussi en milieu hospitalier. We're going to focus a lot on how to use insulin, and then after that, we're going to talk about oral medications. Bon, on va surtout se concentrer sur l'utilisation de l'insuline et ensuite on va parler de la médication pour le diabète qu'on administre par voie orale. So, diabetes is due to what we think is actually two processes. On croit que le diabète de type 2 est dû à deux processus. One is either the loss of beta cell mass in the pancreas. OK. L'un de ces processus, c'est la perte progressive de la masse de cellules bêta dans le pancréas. Or it's due to deficient insulin secretion and insulin resistance. Ou bien c'est dû à une sécrétion insuffisante de l'insuline ou une résistance à l'insuline. So, to diagnose diabetes, there's 4 different ways. Il y a 4 manières différentes qu'on peut utiliser pour diagnostiquer le diabète. One is you check the fasting plasma glucose, and if it's greater than 26 milligrams per deciliter or greater than 7 millimoles per liter. Bon, l'une des façons de diagnostiquer, c'est de vérifier le taux de glycémie plasmatique à jeun. S'il est plus grand que 26 mg par décilitre ou plus que 7 millimoles par litre à jeun. All right. Now, fasting is defined as you haven't eaten for at least 8 hours. Par à jeun, on entend par là que le patient n'a pas du tout mangé pendant les 8 heures qui précèdent le test. The second way to diagnose it is you have someone take a glucose load, which is basically a sugary drink, and have them test their blood sugar after that. If it's greater than 200 milligrams per deciliter or 10 millimoles per liter, that is also considered diabetes. La deuxième façon, c'est d'administrer au patient une boisson sucrée. Et c'est 75 grammes de glucose à mettre dissous dans l'eau. Et si le résultat est de plus que 200 mg par décilitre ou 10 millimoles par litre, on considère que c'est le diabète. The next 2 are actually, at least where I practice, is the more common way of finding out if people have diabetes. Bon, les deux méthodes suivantes, c'est ceux-là qu'on utilise pour décider si les manières les plus communes de décider si une personne est diabétique. You test hemoglobin A1C test, and if it's greater than 6.5% or 48 millimoles per liter, it's considered diabetes. Bon, on va tester l'hémoglobine A1C et si le résultat est plus grand que 6,5 ou 48 millimoles
par litre, c'est considéré comme étant, le patient est considéré comme étant diabétique. Or you check somebody who has symptoms of diabetes like frequent urination, dry mouth, what we call hyperglycemic crisis. And if you check them randomly and they have a glucose over 200 milligrams per deciliter or 11.1 millimoles per liter, they have diabetes. Bon. L'autre manière, c'est si une personne a des symptômes d'hyperglycémie, de crise hyperglycémique, comme par exemple une augmentation d'urination ou bien une grande soif, on fait un test aléatoire de glucose plasmatique et la personne est considérée diabétique si le résultat est plus grand ou égal à 200 mg par décilitre ou 11,1 mmol par litre. Now, how do you know if somebody needs insulin? Comment savoir si le patient a besoin d'insuline? If you know they have type 1 diabetes, si vous savez que le patient est atteint de diabète de type 1, if they have a history of pancreatic dysfunction like chronic pancreatitis or pancreatitis, bon, si le patient a des antécédents de pancréatite chronique ou d'un mauvais fonctionnement du pancréas, if they have wide fluctuations of glucose levels, si le patient a des grandes variations dans son taux de glucose, if they have a history of diabetic DKA or ketoacidosis, s'ils ont des antécédents d'acidocétose diabétique, if you know they have a history of being on insulin for at least 5 years, bon, si vous savez que le patient a des antécédents d'utilisation d'insuline depuis au moins 5 ans, or if you know they've had diabetes for more than 10 years. Ou si vous savez que le patient est diabétique depuis plus de 10 ans. So I'm going to start with insulin treatment in the hospital when someone is hospitalized. Bon, alors je vais commencer par vous parler de traitement à l'insuline lorsque le patient est hospitalisé. We know from studies that when somebody is hospitalized, the goal of insulin should be a target range between 140 and 180 when they're in the hospital. Bon, lorsqu'un patient est hospitalisé, on amorce l'insulinothérapie dans les cas d'hyperglycémie persistante et quand la glycémie est plus grande que 180 mg par décilitre. Et on vise 140 mg. This study is for people who are not critically ill, people who are not in the ICU. Bon, ceci s'applique aux patients qui ne sont pas en état critique, qui ne sont pas aux soins intensifs. Let's go over how you start insulin in the hospital. I think this will help understand how you do it on the outpatient setting. Bon, on va commencer je vais commencer par vous parler du démarrage de l'insuline à l'hôpital et ça va vous aider en ce qui concerne le traitement à l'insuline pour les patients en ambulatoire. First, you initiate basal insulin or long-acting insulin. Bon, alors on commence par l'insuline basale ou insuline à action prolongée. You start by calculating the total insulin, which is the total amount of insulin that you're going to give a patient in a day. OK. Alors, vous commencez par calculer l'insuline totale, c'est-à-dire le montant total d'insuline que vous allez administrer au patient par jour. You take 0.6 units and multiply that by their weight in kilograms per day. Alors, pour le calculer, on prend 0,6 unités par kilogramme.
par jour. Then you take about 50% of that, half of that, and that's their basal insulin. That's how much long-acting insulin that you're going to give. Bon, alors, vous prenez environ 50% de cette valeur-là et ça vous donne le montant total de la dose quotidienne d'insuline que vous allez administrer. Then you're gonna calculate their mealtime insulin, and that's going to be rapid-acting insulin that you're going to give with each meal. Bon. Ensuite, vous allez calculer, vous allez ajouter l'insuline à action rapide et ça, c'est ce que vous allez ajouter au repas et c'est 20% de la dose totale. To calculate that, you take the total insulin and you multiply by 20%. Alors, pour calculer cette dose d'insuline-là, vous allez prendre le total et vous allez multiplier par 20%. After you've done that, then you do something called adjusted dose or corrected dose insulin, which is supplemental insulin to correct for hyperglycemia. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous allez ajuster la dose d'insuline et on supplémente l'insuline pour corriger l'hyperglycémie qui se produit avant les repas. And then you're going to figure out what the whole total dose was for the day, and you add that to the next day's regimen. Bon, ensuite, vous allez calculer la dose totale pour cette journée-là et vous allez... Okay, you said once you've calculated that for the whole day, that's what you... We'll use for the next day. OK. Alors, une fois que vous avez calculé la dose totale pour toute la journée, c'est ce que vous allez utiliser le jour suivant. Thank you. So we're going to go through an example. Alors, voici un exemple. All right. So here we have a patient who's 166 kilograms. Bon, alors, par exemple, on prend un patient qui pèse 166 kilos. You multiply 166 times 0.6 units, you get an answer of 100 units. So this person will have a total insulin, you calculated their total insulin of 100 units. Bon, alors si vous multipliez le poids du patient qui est de 166 kg par 0,6 unités par kilo, le total est de 100, alors vous avez 100 unités d'insuline pour ce patient. Now this 100 units is not what you're going to give them necessarily. This is kind of a reference for you to do all your calculations from. Bon, ce total-là de 100 unités, ce n'est pas nécessairement la dose que vous allez administrer au patient, mais c'est le point de départ que vous allez utiliser pour vos calculs. All right. So once you get this reference dose, you multiply that by 50% or by half, and you get 50 units of basal insulin. Alors, I'm sorry. Once you get the total insulin, you multiply that by 50%, and for this patient, you're going to end up giving 50 units of basal insulin. Bon, alors, votre point de départ qui est de 100 unités, vous allez le multiplier par 50%. Donc, vous allez donner 50 unités d'insuline basale ou à longue action. Basal insulin is the long-acting insulin. L'insuline basale, c'est l'insuline à action prolongée. Now, each one of these blocks represents 10 units, and you see that we have 5 blocks representing 50 units. Bon, alors, vous voyez que l'insuline basale, vous voyez les blocs en bas, on voit dans le premier bloc 10 unités. Alors, vous avez 5 blocs de 10 unités d'insuline. So in total, we've decided that we're going to give this unit 50 units of basal insulin based on his weight. We're going to give him 50 units of basal insulin. Bon,
Alors, on voit que à partir les calculs sont basés sur le poids du patient et on voit qu'on va lui administrer 50 unités d'insuline basale ou insuline à action prolongée. Now we're going to add rapid-acting insulin or short-acting insulin. Bon, maintenant, nous allons ajouter de l'insuline qui est à action rapide. Now, remember that we calculated that the total insulin or our reference was 100 units. Bon, on se souvient qu'on avait notre point de départ est de 100 unités. You multiply that by 20%, and that gives you 20 units. So you're going to give 20 units with each meal. Bon, alors, on multiplie les 100 unités par 20%. Donc, ça vous donne 20 unités d'insuline à action rapide. So looking at this graph, we have 50 units of basal insulin. Bon, alors quand on regarde l'illustration ici, on voit qu'on a 50 unités d'insuline basale ou à action prolongée. And we've calculated 20 units of rapid-acting insulin. Et nous avons calculé 20 unités d'insuline à action rapide. All right. So now that we've calculated the basal insulin and the rapid-acted insulin, now we have to look at what we call supplemental insulin. Bon. Alors maintenant que nous avons calculé les doses d'insuline basale et d'insuline à action rapide, maintenant nous allons calculer la dose d'insuline supplémentaire. So all throughout the day, we've been checking his blood sugars, and we've noticed that before each meal, he still has a high blood sugar of 300. Bon, alors au cours de la journée, nous avons vérifié son taux de glucose et nous avons remarqué que avant les repas, le patient continue d'avoir des niveaux de glucose élevés. So we're looking at these AccuChecks, and based on the AccuChecks, we add additional insulin. Bon, alors en regardant les résultats d'AccuCheck, on constate qu'on a besoin d'ajouter 10 unités d'insuline supplémentaire. Now, at the end of the day, you calculate all the insulin you've given to the patient. Bon, à la fin de la journée, vous allez additionner toutes les unités d'insuline que vous avez administrées au patient. You've given 50 plus 60 units, so that's 110 units here. Alors, vous avez déjà donné 50 unités et 60 unités d'insuline. Donc, ça vous donne, selon l'illustration, au bout à droite, vous voyez 110 unités. And then we've given 30 units of supplemental insulin. Vous avez donné 30 unités d'insuline supplémentaire, de supplémentation. And the total dose we have is 140 units that we've given during the day. Nous arrivons à un total de 140 unités d'insuline qu'on a administré aux patients au cours de la journée. So now, the total amount that we had at the end of the day was 140. Bon. Alors, à la fin de la journée, on arrive à un total de 140 unités d'insuline. So this is now your new reference. C'est maintenant votre nouveau point de référence. And you multiply that by 50%. Et vous allez multiplier ça par 50%. So now your baseline for this day is 70 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, vous arrivez maintenant à 70 unités d'insuline basale ou d'insuline à action prolongée par jour.
So what we did here is we multiplied that new baseline of 140 units by 20%. Bon, alors, ce que nous avons fait ici, c'est qu'on a multiplié ce nouveau total de 140 unités d'insuline par 20%, ce qui nous donne 30 unités. And now you get 30 units with each meal. Alors maintenant, on donne 30 unités d'insuline supplémentaire par repas. The 30 units came from the new calculation of 140 units times the 20%. Et alors, ces 30 unités-là proviennent du nouveau calcul qu'on a fait de 140 unités multipliées par 20%. For this particular patient, all the acute checks are controlled, so we don't add any supplemental insulin. Pour ce patient-là, il est contrôlé avec l'AcuCheck 130, alors on n'a pas besoin d'ajouter d'insuline. So that's basically how we do it in the hospital. I'm going to skip ahead a little bit and go into outpatient medicine. OK. Alors, je viens de vous expliquer comment on procède à l'hôpital. Maintenant, on va passer au contrôle du diabète en ambulatoire ou en clinique externe. Now, in general, our goal for outpatient is for a hemoglobin A1C of less than 7. Bon. D'habitude, notre objectif, c'est... okay, how did you call that? Something that's less than 7? You called it the hemoglobin? A1C. OK. Bon, OK. Alors, pour ce qu'on appelle le A1C, on vise une quantité de 7,0% ou 53 millimoles par litre. We want the fasting to be between 70 and 130. Bon, alors, ce qu'on veut, ce qu'il faut viser, c'est que l'insuline à action rapide, on veut un chiffre de entre 170 et 130 mg par décilitre ou 4,4 à 7,2 millimoles par litre. And we want the postprandial means after they eat to be less than 180. Et on vise l'objectif pour le taux de glucose après les repas ou postprandial de 180 mg par décilitre ou de 10,0 millimoles par litre. I want to just remind you that this is the first difference in the goal. When we were inpatient, the goal was to be between 140 and 180. Je veux souligner que c'est la première différence entre le traitement à l'hôpital et le traitement en clinique externe ou en ambulatoire, selon l'expression que vous utilisez. À l'hôpital, c'était 140 et en ambulatoire ou en clinique externe, c'est de 70 à 130. This is the second difference. OK. Alors, et la deuxième différence à remarquer? Now we're looking at, for outpatients now, we're thinking about a range of hemoglobin A1C between 6 and 8. Bon. En clinique externe, l'objectif, c'est pour l'A1C, c'est entre 6 et 8%. And the new recommendations is that we asked about different things about a patient's life to figure out what the A1C goal is. Bon, et on va regarder différents aspects de la vie du patient pour fixer l'objectif. We asked about if they have risk potentially associated with hypoglycemia or low blood sugar. Do they get low blood sugar a lot? Bon, alors, on va leur demander s'ils ont des risques associés à l'hypoglycémie. On veut savoir si le patient souffre souvent d'hypoglycémie.
We asked about the disease duration, how long they had diabetes. On leur demande aussi depuis combien de temps ils souffrent de diabète. We think about their life expectancy. How long do you expect them to live for? Et on considère aussi leur espérance de vie. Qu'est-ce que vous estimez être l'espérance de vie du patient? We think about other medical conditions that they've had. Bon, on prend aussi en considération les comorbidités. We think about any vascular complications, like if they've ever had a heart attack. Bon, on prend aussi en considération les complications vasculaires, comme par exemple, est-ce qu'ils ont déjà eu une crise cardiaque? We think about how the patient's attitude is or how willing they are to use insulin. On prend aussi en considération l'attitude du patient et aussi s'il consent à utiliser l'insuline. And we think about the system support they have, like do they have family to help them? Et on prend aussi en considération leur réseau de support. Par exemple, est-ce qu'ils ont des membres de la famille qui sont là, qui peuvent leur offrir du soutien? So if they're very sick and they don't have much support, we think about a hemoglobin A1C of 8%. Bon, si le patient est vraiment très, très malade et qu'ils n'ont pas de réseau familial pour les aider, on va fixer un objectif de A1C de 8%. If they are haven't had diabetes for very long, don't have any complications, and have good support, we think about a more of aggressive goal towards 6%. Bon, si le patient est diabétique depuis peu de temps et si il est relativement bien et qu'il a un bon système de support, à ce moment-là, on va viser un objectif plus agressif, un A1C, de 6%. Now, we still say 7% because most people are somewhere in the middle. On parle plutôt souvent de 7% parce que la plupart des patients se retrouvent dans cette catégorie-là de 7%. But I mentioned this because this is how diabetes management is starting to change on the outpatient side. Toutefois, je le mentionne parce que c'est la tendance actuelle en ce qui concerne le traitement du diabète des patients en clinique externe. Now let's talk about insulin. Bon, passons maintenant à l'insuline. So there are generally two different types. There's human insulin and there's analog insulin. Bon, alors il y en a deux types. Il y a l'insuline humaine et l'insuline analogue. Now, human insulin are the types of insulin that have been around a little long, people are more familiar with. Bon, alors l'insuline humaine, c'est le type d'insuline qui est plus connu. Ça fait un petit peu qu'il existe depuis un petit peu plus longtemps et les gens connaissent plus ce type d'insuline-là. There's NPH, which is the longer acting insulin. Alors, il y a l'insuline NPH, qui est celle qui a action prolongée. There's regular insulin, which is the short acting insulin. Il y a l'insuline régulière, qui est l'insuline à action courte. And there's mixed insulin that has both NPH and regular in the insulin. Bon, et il y a ensuite l'autre type, humuline de 70-30, qui est un mélange des deux modes d'action d'insuline. Action prolongée. Oh, sorry. No, that's fine. In the United States, these tend to be more affordable. Alors, aux États-Unis, l'insuline humaine est en général celle qui est la plus abordable. And worldwide, they tend to be more available. Et aussi, l'insuline humaine
tend à être plus facilement accessible partout dans le monde. But there's also the analog insulins. In general, they tend to be more expensive. Il y a aussi l'insuline analogue. En général, les insulines analogues sont plus dispendieuses. We have the two analog insulins, Lispro and Aspart. They act very fast within 15 minutes. Bon, alors, il y a deux types d'insuline analogue qui commencent à faire effet en 15 minutes. C'est Lispro et Aspart. This is different from regular insulin, which takes about a half an hour to kick in. La différence avec l'insuline régulière, c'est que l'insuline régulière prend environ 30 minutes avant d'agir. The long-acting insulins, Lantus and Levemir, the good thing about them is you only need to give it once a day, and it pretty much lasts all day. Bon, les deux autres types d'insuline analogue, Lantus et Levemir, ont l'avantage de durer très longtemps. On peut le donner juste une fois par jour et l'action dure toute la journée. NPH is long-acting too. It lasts for most of the day, but a lot of times you're going to end up needing to take it twice a day. Bon. L'insuline humaine NPH est aussi une insuline à action prolongée, mais la plupart du temps, les patients finissent par devoir le prendre 2 fois par jour. So let's talk about starting insulin on the outpatient side. Bon, alors, maintenant, je vais vous expliquer comment on commence l'insuline pour les patients en clinique externe. The first rule is you have to try to make sure if the patient is on metformin, which we'll talk about a little later, but metformin is kind of the basic oral medication most patients with diabetes should be on. Bon, la première chose à faire, c'est de vous assurer que le patient a déjà une prescription de metformine, qui est une médication orale. You do have to be careful to make sure the patient doesn't have kidney disease before you start metformin. Bon, toutefois, avant de commencer la metformine, il faut s'assurer que le patient n'a pas de maladie du rein. So we're going to use NPH as our example. Bon, on va utiliser dans notre exemple l'insuline humaine NPH. Our goal for this patient, for the outpatient, is to have a fasting blood sugar between 70 and 130. Bon, alors l'objectif pour ce patient, c'est d'obtenir un glucose sanguin à jeun entre 70 et 130. The easiest way to start is to just start at 10 units per day. Bon, la méthode la plus simple, c'est de commencer à 10 unités par jour. But if you know a little bit more about the patient, you could try to calculate what their dose is. Bon, si vous connaissez un peu mieux votre patient, si vous avez un peu plus d'informations, vous pouvez aussi essayer de calculer la dose dont il va avoir besoin. If you know what the hemoglobin A1C is and you know it's less than 8, you give 0.1 or 0.2 units per kilogram. Bon. Si vous savez que l'hémoglobine A1C est moins de 8, vous pouvez donner 0.1 ou 0.2 par kilo par jour. If the hemoglobin A1C is greater than 8, you can start at 0.2 or 0.3 units per kilogram. Et si l'hémoglobine A1C est plus que 8, vous pouvez donner 0.2 à 0.3 unités par kilo par jour. And then the suggestion is to adjust by 10 or 15%, which is about 2 to 4 units once or twice a week. Bon. Ensuite, on suggère d'ajuster la dose
de 10 à 15% ou 2 à 4 unités, 1 ou 2 fois par semaine, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Your goal is to read a fasting blood sugar between 70 and 130. That's your goal. Bon, alors l'objectif à atteindre, encore une fois, c'est que le glucose sanguin à jeun soit entre 70 et 130. That's the first blood sugar in the morning before they eat. Et ça, c'est la première mesure du glucose sanguin à jeun le matin avant de manger. Now, here's an example of a program that we give to a patient who's going to start NPH. Bon, alors voici l'exemple d'un programme qu'on propose à un patient qui va commencer à prendre de l'insuline humaine, NPH. So we've already started this patient on 10 units per day. Bon, alors, déjà, on a commencé à administrer aux patients 10 unités par jour. On the first day, we learned that the blood sugar is 240. Bon, alors le premier jour, on constate que son glucose le matin à jeun est de 240. We asked them to add 1 unit, so now they're taking 11 at night. Bon, alors on dit aux patients d'ajouter une unité, ce qui fait que maintenant, au lieu de prendre 10 unités, il prend 11 unités au coucher. NPH is traditionally started as a nighttime dose. Bon, alors normalement, on utilise l'insuline NPH quand on commence, c'est au coucher. On the next day, the patient tells you the blood sugar is 200, and then you add 1 unit. Bon, That's alors 12. Le deuxième jour, le patient vous dit que son glucose à jeun le matin, c'était de 200. Alors, vous ajoutez une autre unité. Donc, c'est 12 unités d'insuline au coucher. On day 3, they tell you the blood sugar is 180, so you add 1 unit, and now they're at 13. Bon, le troisième jour, le glucose à jeun le matin, c'est de 180. Alors, vous ajoutez une autre unité. Le patient doit maintenant prendre 13 unités au coucher. The next day, they're at 160, so you add 1 unit. Alors, le quatrième matin, le glucose à jeun est de 160. Vous ajoutez encore une unité. Le patient prend maintenant 14 unités au coucher. Then we get to 130 and up to 15 units. Bon, alors, le cinquième jour, le glucose le matin à jeun est de 130. Vous ajoutez une unité. Le patient prend maintenant 15 unités au coucher. And you see on the last day there, now the fasting glucose is between 70 and 130, so you don't increase anymore. Bon, alors le sixième jour, le glucose à jeun le matin est de 125. Alors, vous n'ajoutez pas d'unité. Le patient reste à 15 unités au coucher. If you have a good relationship with your patient, this is something you could teach them to do on their own. Si vous avez une bonne communication avec votre patient, c'est quelque chose que vous pouvez leur enseigner à faire eux-mêmes. I usually tell the patients to continue going until they hit 20 units. Once they get to 20 units, I usually tell them to come back. Bon, normalement, ce que je dis aux patients, c'est de continuer à augmenter jusqu'à 20 unités. Et une fois qu'ils sont rendus à 20 unités, je leur dis de revenir me voir. All right. So let's say you have a patient who started on insulin, you put them on metformin and insulin, and they're still not controlled. Bon, alors, si vous avez un patient qui prend la metformine, et ensuite il prend ses 10 unités, et même à ça, le patient, son glucose n'est pas encore contrôlé. So there are 2 different pathways that you can go. Bon, alors il y a 2 différentes façons d'agir dans ce cas-là.
Now, your first goal was to put them on basal insulin and to reach a fasting blood glucose target. Bon, alors, la première méthode, c'est de les démarrer avec l'insuline basale et d'ajouter. Okay, after you've done the basal insulin, you add which kind? Oh, well, what I'm saying is, so now that you've added the basal insulin and your goal is to reach the fasting blood glucose target that we talked about. Yes. Alors, une fois qu'on a le patient prend son insuline basale, on vise à l'atteinte de l'objectif d'autosurveillance du glucose sanguin. The first thing you do is you start adding a rapid insulin at their largest meal. Alors, la première chose à faire, c'est d'ajouter de l'insuline à action rapide avant le repas le plus copieux de la journée. You usually start at 4 units and adjust by 10 to 15%, and you're trying to reach rapid insulin or prandial target between 70 and 130. So that's the mealtime insulin, the mealtime blood sugar. OK. Parfait. Alors, vous allez ajouter 2 unités d'insuline à action rapide. Et, vous commencez par 4 unités. Et c'est 1 unité par kilo ou 10% de la dose basale. Puis vous ajoutez 10 à 15% ou 1 ou 2 unités jusqu'à l'obtention de l'objectif du glucose qui doit être 130. Le glucose sanguin de 130 dont on a parlé précédemment. So what I usually do is I'll keep the basal insulin the way it is and keep increasing the rapid acting at the largest meal. Bon, alors ce que je fais d'habitude, c'est que je ne touche pas à la dose d'insuline basale, mais j'augmente graduellement la dose d'insuline à action rapide avant le repas. If this strategy is not working after several weeks, you add insulin at every meal. Bon, si après plusieurs semaines, ça ne donne pas de résultat, on ajoute de l'insuline à chaque repas. And you start at 4 units with each meal, or 10 to 15% at each meal. Alors, vous commencez par 4 unités à chaque repas, 10 à 15% ou 1 ou 2 unités, jusqu'à ce que l'objectif de glucose de 130 soit atteint. For the interest of time, I'm just going to go straight to the example. Alors, passons maintenant à l'exemple. So for this patient, who's 100 kilograms, we decided to start at 10 units for the day. Bon, alors, le patient pèse 100 kilos, on a décidé de commencer à 10 unités par jour. D'insuline basale. The next day, so what happened is we've increased the insulin by 1. Bon, alors nous avons augmenté l'insuline d'1 unité par jour. And we keep increasing every day. Et à chaque jour, on continue à augmenter cette dose par une unité. Now, the difference between inpatient and outpatient, the first difference you'll see is that we keep going, we focused on the basal first. We didn't go straight to the rapid acting. Bon, alors, la différence entre les patients hospitalisés et les patients à l'externe, c'est que on touche pas à l'insuline basale et on augmente l'insuline à action rapide. And our goal is to reach
of fasting blood sugar or the blood sugar first thing in the morning between 70 and 130. Et notre objectif pour le patient en clinique externe, c'est d'arriver à un taux de glucose sanguin entre 70 et 130. It still wasn't enough, so we have the long-time insulin here, and we added rapid-acting insulin at the largest meal. Bon, alors comme ce n'était pas suffisant, on a ajouté de l'insuline à action rapide au repas. Let's suppose they're still not controlled. Now we're adding insulin at every meal. Bon, alors si on n'arrive pas encore au contrôle, au taux de glucose ciblé, on va ajouter l'insuline à action rapide avant tous les repas et pas seulement comme on a fait précédemment au repas le plus copieux de la journée. Just looking at the time, I think I want to stop here and entertain any questions. Bon, je regarde, le temps passe et je préfère arrêter maintenant et pour vous permettre de poser des questions. Perfect, thank you. Hopefully we'll get some questions here. Amanda? Yes. Yes, well, first of all, I would like to thank Dr. Marshall for such a good exposition. Something I would like to share with him. I see a lot of cases of diabetes, type 2 or type 1. And one of the problems that, actually I'm in Atlanta, Georgia right now. One of the problems that I have with a lot of patients in Haiti, and I would like to have your input, is that because of a lack of stable nutrition, and the patients who are insulin, they tend at any given time to go in a state of hyperglycemia. And it's a lot because of that lack of stability of their meals. Sometimes it's a little hard to regulate. What would you suggest in those cases? So for sometimes what I do in those cases is that I just go with the long-acting insulin. I use the NPH, and I'll just do basal insulin twice a day. Yeah. Because the basal insulin may not get someone to 7 or 6, but it will keep them from getting into DKA and getting out of the hospital. Okay. Doris, are you able? Yes. I was just going to say, I think down to, sometimes you could get people at least down to around 8, 9 on a stable basis if you could do the twice a day NPH, because the hypoglycemia is a big issue. Yeah, it is. So I think the question was how to manage diabetes in populations with poor nutrition, right, Joey? Yes, but yeah. He answers it. Oh yeah, no, I'm just saying if Doris wanted to translate that for everyone else into French. If you would like me to, I'll be happy to. Yeah, if you want to just say a brief the question summary. was what he sees as cases where people go frequently Doris, are you going to translate into French? Oh, Amanda. Yeah. Amanda. Yeah. Let me translate it so that the residents. Oh yes. I'm so sorry. I Go ahead. sometimes forget to switch languages. That's okay. Ok, alors ce que je demandais au Dr Marshall comme étant interniste moi aussi, donc je vois beaucoup de patients de diabète, patients diabétiques type 1 ou type 2, ce qui nous arrive assez souvent à cause de nous avons beaucoup de patients qui n'ont pas les moyens d'avoir des
des values nutritionnelles assez stables ou qui ne mangent pas de manière assez stable. Et ces patients-là qui sont en insuline, assez souvent, ils rentrent dans un état hypoglycémique. Alors, je demande au Dr Marshall, qui est un spécialiste dans le domaine aussi, quelles sont ses recommandations dans ce cas, comment on peut faire pour gérer ces genres de cas-là. Il a dit qu'il préfère dans son cas d'utiliser l'insuline basale 2 fois par jour, MPH. Peut-être ça ne va pas avoir des effets très rapides, mais au moins ça peut aider à stabiliser le patient et pour ne pas y entrer dans un état d'hypoglycémie. OK. Est-ce qu'il y a des autres questions? Also, Amanda? Yes. Yes. I wrote your note just a while ago. I'm in Atlanta. There's a case I would like to share with Dr. Marshall. Perhaps I can email him, so you could give me the response to email. Yeah. I saw that and I forwarded it to you, Marshall. Okay. So if you're able. Great. Yeah. All right. Thank you very much. Oui. Pas de questions, Capitaine Gonaïf? No? Okay. Okay. Well, I think that's perfect. Oh, Dr. Mark, did you have a question? No, we don't have a question, but I would like you to send me. I will ask you if it's possible to send me the PowerPoint or the video, so we can repeat. Yep, I can do that. Okay, thank you. Yeah. Amanda, can you hear me, Amanda? Yes, a little bit. Yep. Now I can't. Are you speaking, Dr. Mark? Yeah, that's fine. I think Dr. Mark was trying to ask a question, but I think he's kind of freezing. I can't hear you, Dr. Mark, if you're trying to speak. I think you're frozen. But if you can still hear me, can you hear Dr. Mark, Galit? No, he's frozen. Hello, Amanda. Oh, yeah. I'm so sorry. I can't hear you, Amanda, and I can't hear Dr. Marshall. I don't know why. Can you hear me now? No. Well, I think no other questions, so I think we can end it there. Amanda, I just wanted to